Otep à tous et bienvenue dans l'éveil en héritage, le podcast dédié à l'éveil, à l'éducation des enfants afro de la diaspora européenne. Pour ce troisième épisode, aujourd'hui j'ai décidé d'aborder un thème familial, c'est-à-dire comment élever nos enfants, les enfants noirs de la diaspora, dans un foyer familial sain. Mon mari et moi, on s'est posé la question, est-ce que nous élevons nos enfants dans un foyer familial sain? Pour cela, bien sûr, il fallait qu'on définisse qu'est-ce qu'un foyer familial sain. Selon les sociologues, un foyer sain est un environnement familial qui favorise le bien-être émotionnel, physique, psychologique des enfants et du couple. Les caractéristiques d'un foyer sain incluent généralement une communication ouverte et positive, donc un dialogue respectueux et honnête entre les membres de la famille. Une sécurité émotionnelle, les enfants et les adultes se sentent en sécurité pour exprimer leurs émotions et préoccupations sans crainte de rejet ou de moquerie. Également, un soutien familial mutuel. C'est-à-dire les membres de la famille se soutiennent dans des moments difficiles et célèbrent leur réussite. Également la stabilité et la prévisibilité, c'est-à-dire un environnement stable avec des routines et des règles claires. Une autre caractéristique, régulation des conflits. Les conflits sont inévitables, mais ils sont gérés de manière constructive et sans violence. Amour et affection. Un climat où l'affection est exprimée de manière adéquate, tant verbalement que physiquement. Il y a du boulot. Donc, il faut une communication ouverte, il faut une sécurité émotionnelle, il faut un soutien mutuel, il faut une stabilité, une prévisibilité pour les routines, une régulation des conflits saine et un amour et de l'affection. Donc, est-ce que je me suis posé la question, est-ce que c'est ce que nous avons l'impression que nous donnons à nos enfants de manière active? Bien sûr que nous essayons de faire de notre mieux pour une communication positive, pour de l'affection, etc. Mais il y a également d'autres points que quand tu n'es pas conscient, tu n'y penses pas en fait à ramener ça à ta famille, à tes enfants, parce que tu es pris par le quotidien et tu n'y penses pas spécialement. Je me suis posé la question ensuite, est-ce que la majorité des foyers noirs de la diaspora répondent-ils à ces critères-là? Est-ce que, en général, les enfants noirs de la diaspora grandissent dans des foyers familiaux sains? Au fur et à mesure des écoutes sur YouTube, des lectures de certains articles et tout, je me suis rendu compte que la réponse était clairement non. La majorité des enfants noirs ne grandissaient pas dans des foyers sains, que ce soit dans la diaspora européenne, que ce soit au niveau des îles françaises, les Antilles, etc. Et également au niveau des Amériques, en fait. La diaspora ou les Afro-Américains, en général, ne sont pas élevés dans des foyers sains. Donc, je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi et comment remédier à ce problème que beaucoup de Noirs ont l'impression qu'ils ne grandissent pas dans des foyers sains? Parce qu'en fait, il y a énormément de vidéos qui pilulent dessus, de personnes qui prennent la parole pour dire à quel point le foyer dans lequel ils ont vécu n'était pas sain, que ce soit des mères toxiques, que ce soit des pères absents, que ce soit la violence, etc. Donc, majoritairement, les Noirs de la diaspora et en général disent qu'ils ne grandissent pas dans des foyers familiaux sains. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas justement droit à une communication ouverte et positive, une sécurité émotionnelle, un soutien mutuel, une stabilité prévisible, une régulation des conflits et de l'amour et de l'affection? Quel est le problème? Why? Pourquoi? Monsieur ChatGPT m'a dirigé vers un article. Justement parce que je lui ai dit pourquoi. Pourquoi les Noirs ne grandissent pas dans des foyers sains? Et donc, monsieur ChatGPT m'a conduit vers un livre de Christine Chavillon. Christine Chavillon, c'est une anthropologue et une géographe française. Donc, elle va vraiment étudier les populations, en fait, comment ils évoluent, comment ils se structurent, etc. Au niveau, en fait, des différentes diasporas, des différents groupes qui vont s'organiser dans la période post-esclavage. Dans son livre intitulé La diaspora noire des Amériques, en fait, elle va beaucoup parler justement de la période post-esclavage, de toutes les théories qui sont un peu nées autour de l'organisation familiale
qui s'est faite au niveau des esclaves en fait fraîchement libérés. Comment se sont-ils structurés au niveau de leur organisation familiale. Et donc cela en fait pour pouvoir répondre à la question de à quel moment en fait le problème s'est posé. En gros, dans son livre, elle cite plusieurs auteurs. Antérieurs à elle, en fait, il y a plusieurs auteurs qui ont déjà étudié la question. De ces études, en est sorti deux grands courants. Il y avait le courant afrocentré et le courant de la créolisation ou le courant eurocentré. Donc, le courant de eurocentré était le courant qui va dire qu'en fait, au niveau des structures familiales des Noirs, au niveau des différentes diasporas post-esclavage, en fait, ça va être ça va être une création nouvelle, ça va être beaucoup inspiré en fait du mode d'organisation du colon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'après tous ces siècles d'esclavage subi, au fur et à mesure du temps, les esclaves en fait ils sont complètement déconnectés à ce qu'ils étaient, parce que c'était voulu en effet, et donc comme ils n'avaient pas le droit d'effectuer leur rite et effectuer en fait de s'organiser comme ils s'organisaient dans leur pays d'origine, ils avaient tendance en fait à complètement oublier ce qu'ils étaient, et donc ils avaient tendance à adopter le modèle structurel des familles européennes, des familles coloniales en fait. Le modèle afrocentré, à contrario, lui il va dire non, en fait les esclaves se souvenaient de ce qu'ils étaient, parce que même si ils n'avaient pas le droit, de manière intrinsèque, ils arrivaient quand même à s'organiser dans leur groupuscule pour pouvoir en fait continuer à perpétrer en fait les traditions et les organisations, le type organisationnel de leurs ancêtres. Selon les théories, chaque personne en fait va analyser un point de vue qui va venir en fait corroborer à ces dires, à ces théories. Et de l'autre côté également, en fait, il y a plusieurs sous-courants qui vont du coup découler en fait de ces deux grandes modes de pensée. Donc la pensée qui va se dire l'Europe en fait est à base de toute la structure familiale africaine aujourd'hui, parce qu'en fait ils se sont inspirés de par le fait qu'ils n'avaient plus le droit de penser et de s'organiser comme ils devaient, ils le faisaient avant. Et d'autres vont dire non, en fait ça s'est resté, c'est quand même resté la manière de s'organiser. C'est la raison pour laquelle par exemple aujourd'hui les familles africaines sont beaucoup ils appellent ça matrifocale. En fait, matrifocale, ça va s'expliquer selon les courants. Le point matrifocal va s'expliquer de deux manières. Matrifocale, ça veut juste dire que tout est organisé et tourné autour de la mère. En gros, c'est la mère qui est un peu la figure du représentant familial. Donc, c'est elle qui va s'occuper des enfants, c'est elle qui va être au centre de tout, et c'est elle qui va, entre guillemets, structurer la société. C'est autour d'elle que va s'organiser la société. Au niveau eurocentré, en fait, ils vont expliquer que la société matrifocale s'est fait en fait malgré elle-même. Ce n'est pas parce que ils se souvenaient que dans leurs organisations ancestrales, c'était la mère, la femme africaine qui était au milieu de tout, c'est elle qui prenait les plus grandes décisions et qu'elle était l'égale de l'homme. Ce n'est pas ça. En fait, c'est juste parce que l'homme noir, au fil du temps, a subi une impuissance acquise. C'est parce que, en fait, comme il voyait qu'il n'arrivait plus à assouvir son rôle de patriarche, comme l'homme européen faisait, en fait, ça n'est suivi une espèce de dévalorisation interne, et qui faisait que l'homme noir en fait commençait à vagabonder, il commençait à aller voir plusieurs femmes différentes, il commençait à être alcoolique, il commençait à céder à la criminalité. Donc il disait que matrifocale, ce n'est pas quelque chose de voulu, c'est quelque chose qui a été comment dire, imposé à l'homme noir de par le fait qu'il n'arrivait pas à tenir son rôle d'homme, de par le fait qu'il avait été beaucoup dévalué pendant l'esclavage et également toutes les difficultés sociétales auxquelles il va faire face. Et je reviens dessus plus tard. Au niveau de la théorie afrocentrique, quand ils vont traiter de la matrifocalité, c'est-à-dire le fait que la femme noire soit au milieu, ils vont juste dire que, en fait, c'est parce que dans nos sociétés, c'était comme ça qu'on s'organisait. La femme noire était la matriarche, c'était en fait des sociétés matriarcales. C'est la raison pour laquelle, juste après l'esclavage, les paysanneries
se sont organisés en fait de manière matriarcale et que le rôle du père était peut-être moins présent, mais c'est pas parce que l'homme noir a été impuissant ou a été affaibli, c'est simplement parce que c'était comme ça qu'on faisait déjà avant. Donc, bien sûr, chacun va essayer de donner des arguments qui vont dans le sens de son étude et de ses croyances, etc. Tout au long du livre, en fait, enfin, tout au long du livre, j'ai lu que le chapitre 4, le chapitre 5 et le chapitre 6 du livre, en partie, hein, j'ai vraiment lu en diagonale. Et donc, en fait, tout au long, Christine Chavillon aura du mal à vraiment décider, elle va en fait, entre guillemets, conclure que chacune de ces théories est un peu biaisée, chacun est un peu biaisé parce qu'en fait, aucun d'eux n'est neutre. Parce que d'un côté, il y a des Européens qui ont envie de dire qu'en fait, l'Afrique nous doit tout, les esclaves nous doivent tout. En fait, leur manière de s'organiser, c'est grâce à nous. C'est nous qui leur avons appris. Et de l'autre côté, les Africains qui vont dire non, c'est pas vous qui nous avez appris. On s'organise comme on s'organisait avant. Ce n'est pas que l'homme noir, il est faible. C'est juste que il reprend ce qui est le rôle qui était le sien, en fait, avant l'esclavage. L'autrice va conclure qu'il y a des torts dans chacun des camps et des raisons dans chacun des camps. De ces deux grands modes de pensée vont naître d'autres sous-catégories en fait. Et donc également, en fait, dans la faux-centricité, on va retrouver des leaders africains comme Cheikh Anta Diop qui vont justement vouloir que l'Europe arrête de raconter toujours l'histoire en se plaçant au milieu. En fait, l'afrocentrisme, c'est dire non. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas vous qui avez tout commencé. Arrêtez de vouloir être le centre, en fait, de tout. Et nos cultures ne se sont pas créées autour de vous. Tandis que l'eurocentrisme, c'est un peu le côté de dire, non, en fait, nous sommes au milieu de tout. C'est nous qui avons créé la civilisation, qui avons civilisé le monde, en fait. Comme c'est cette pensée qui a persisté pendant très, 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 très longtemps, c'est une pensée qui a été écrite. En fait, on trouve énormément d'ouvrages, justement, qui vont attester, en fait, du modèle eurocentré. Et pour cela, en fait, il y a plusieurs étudiants et plusieurs universitaires afro-américains qui vont décider de combattre ce mouvement. Ils vont également faire des études anthropologiques, c'est ce qu'ils sont eux-mêmes. En gros, raconter l'histoire, pas à travers ce que l'Européen veut que nous sachions de nous, mais à travers ce que les écrits ou le passé post-esclavage racontent en fait de ce que nous étions. Donc voilà, c'est un peu ce qui va se passer. En fait, je vais un peu vous expliquer maintenant comment se passaient les paysanneries. Qu'est-ce qu'une paysannerie? En fait, une paysannerie, c'était en fait l'espèce de terre qu'on donnait en fait aux esclaves fraîchement libérés. Donc, après l'abolition de l'esclavage, on a donné aux esclaves des terres. Et ces terres-là, en fait, il y avait énormément de règles qui pesaient dessus. C'était en fait le début en fait d'une espèce de colonisation. C'était les esclaves doivent rester sur cette terre-là. Cette terre-là, c'était très contrôlé. Ils ne pouvaient pas faire tout ce qu'ils voulaient. Et en plus, ils devaient payer un impôt sur les terres qu'on leur avait données après l'esclavage. De base, ils étaient autosuffisants. Ils cultivaient que pour eux-mêmes, pour nourrir leur famille, etc. Mais avec le temps, l'impôt est arrivé sur les terres. Donc, eux, ils devaient, pour pouvoir jouir de cette terre-là que le colon leur avait laissée, entre guillemets, eh ben, ils devaient payer un impôt. Et pour pouvoir payer cet impôt-là, il fallait qu'ils vendent leurs marchandises. Et pour vendre leurs marchandises, ils devaient en fait cultiver plus. Tu vois, ils devaient cultiver non seulement pour leur famille, pour manger, également pour pouvoir vendre en fait leurs marchandises et pouvoir payer cet impôt-là. À côté de cela, les colons qui vivaient également sur ces îles-là, en fait, c'est ce qu'on appelait à l'époque, c'était eux les créoles. Les créoles, ça veut dire, je suis né sur cette terre-là, mais je ne suis pas, mes ancêtres ne sont pas de l'origine de cette terre. Donc, c'était un peu comme nouveau arrivants. Créoles, c'était un peu comme dire des étrangers, mais qui sont nés sur cette terre-là, mais qui ne sont pas d'origine de cette terre-là. Et donc aujourd'hui, avant ce n'était que pour les blancs et après créole maintenant c'est appliqué en fait à toutes les populations noires qui n'étaient pas autochtones, noires et blanches qui n'étaient pas autochtones. En fait, les créoles blancs qui étaient également sur terre, en fait, ils avaient des usines de transformation et donc énormément d'hommes noirs essayaient d'aller travailler dans ces usines-là pour amener de l'argent. Et donc ce qui se passait, c'est que les hommes noirs, parfois, ils étaient obligés d'aller travailler dans ces usines-là. Mais les conditions de travail dans les usines étaient très, très difficiles. En fait, on rendait la vie très compliquée aux hommes noirs. Bien sûr, au niveau de l'emploi, on les discriminait. Ils ne pouvaient pas facilement trouver de l'emploi. Voilà, ils préféraient en général se choisir entre eux. Et à côté de cela,
à travail égal ou même à travail plus élevé, un homme noir était beaucoup moins payé qu'un homme blanc pour faire le même travail. Et également, en fait, toutes les pressions sociales que se sont mis à subir, que ce soit le racisme, le rejet, en fait, voilà, on avait du mal, ils étaient fraîchement libérés, donc on les considérait quand même pas comme des humains, toujours à ces moments-là. Donc, devoir cohabiter avec des personnes blanches, en fait, ça devenait très difficile parce que ces personnes blanches-là, même si les lois étaient passées, humainement, de manière intrinsèque dans les microcosmes, il y avait quand même une espèce de bataille qui se faisait, ce qui conduisait beaucoup au fait que les hommes noirs, ils étaient fatigués, ils n'en pouvaient plus. En fait, ils étaient en train de subir ce que moi j'appelle l'impuissance apprise. Malgré tous les efforts qu'ils mettaient pour pouvoir s'intégrer et pouvoir prouver qu'en fait on est des humains, le colon ne voulait pas les considérer comme des humains, donc on les payait moins, on les diminuait et donc mentalement, ça commençait en fait à affaiblir leur mental, leur cerveau, etc. En fait, c'était systémique. C'était un système qui était organisé pour pouvoir l'affaiblir mentalement. À force de subir tout cela, l'homme noir s'est mis en fait à se dévaluer psychologiquement. Il s'est mis à avoir cette impuissance apprise qui faisait qu'en fait, il restait à la maison, il s'alcoolisait parce que bien sûr, on lui voilà, l'alcool était facile d'accès pour eux, donc ils s'alcoolisaient, ils faisaient ce qu'on appelle le vagabondage, c'est-à-dire il allait de femme à femme parce qu'en fait son temps libre, il avait trop de temps libre parce que au travail on ne lui donnait pas le travail. Quand il fallait licencier, on le licenciait en premier, c'était très difficile de garder son travail parce qu'il fallait faire 20 fois plus que les autres. Donc ce qui se passait, c'est qu'il tombait dans des dépressions très profondes qui se disaient dans tous les cas, j'ai beau me battre, ça ne sera jamais possible pour moi d'être un homme dans cette société. Et ce qui faisait que les femmes étaient, elles, obligées justement de rester debout parce que c'est elles qui devaient s'occuper des enfants, etc., etc. Donc c'est elles qui ont commencé à apprendre à être plus fortes parce que l'homme n'arrivait plus à assouvir son rôle. En fait, en 1930, il y a une loi qui est passée en Amérique. C'était une loi qui visait de manière officielle à aider les femmes noires qui étaient dans des foyers monoparentaux. Donc voilà. Et en fait, cette loi s'appelle la FDC. La FDC, en fait, disait que une femme noire qui devait s'occuper de ses enfants seule devait aller recevoir une aide sociale ainsi que des bourses pour pouvoir s'éduquer elle-même, etc. Donc, cette loi de manière officielle était là pour aider les foyers noirs en difficulté, mais en fait, de manière officieuse, elle a quand même encore renforcé en fait la détresse de l'homme noir et elle a renforcé cette impuissance acquise. Comment? En fait, cette loi-là disait que la femme noire, pour pouvoir bénéficier de ces aides sociales, elle devait élever ses enfants seule. Elle ne devait ni cohabiter, ni être mariée, ni quoi que ce soit à voir avec un homme noir en fait. Elle devait être seule. C'est la seule raison pour laquelle, la seule condition pour laquelle elle recevrait ces aides. Donc vous comprenez, une femme qui doit être seule, si elle est seule, elle reçoit les aides sociales, vous comprenez qu'à un moment donné, elle n'aura pas envie d'être déclarant en tout cas ou d'être en couple parce que bien sûr, il y avait énormément de suivi, énormément de contrôle pour voir ce que la femme qui allait bénéficier, qui avait droit à ces aides-là, était bien seule en fait. Il élevait bien seul ses enfants. Donc, d'un autre côté, les hommes noirs, ils étaient toujours dans la difficulté systémique de trouver du travail. Donc, quand ils devaient aller aux usines, déjà c'était les travaux les plus difficiles et les plus dégradants dans lesquels on daignait leur donner du travail. Et bien sûr, à travail égal ou à travail supérieur, ils étaient beaucoup moins payés qu'un blanc. Et en plus de cela, on mettait une ambiance difficile pour eux. En fait, c'était très difficile l'ambiance dans laquelle ils étaient. Donc, c'était l'Amérique des années 30, en fait. Vous imaginez bien qu'à l'époque, en plus, il y avait toujours des colonies. Les colonies existaient. Donc, l'homme noir était toujours, en fait, dans l'esclavage, entre guillemets. Et ce qui se passait, c'est que, justement, l'impuissance apprise a continué. Vous imaginez, depuis des générations, l'homme noir a une impuissance acquise. Il a l'impression qu'il ne peut rien faire. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? En voulant aider, en voulant se donner, en fait, aux femmes noires la possibilité de s'émanciper de l'homme noir financièrement, l'homme blanc, comme également dans les paysanneries, il a eu le rôle du père.
En fait, au niveau structurel, il est devenu le père de famille. Pourquoi? Il donnait des aides sociales à la femme, donc il jouait le rôle de l'homme. Il donnait, en fait, il ramenait, en fait, à manger, entre guillemets, à la maison, à la place de l'homme noir, qu'il, de manière systémique, affaiblissait. Donc, d'un côté, ils affaiblissent l'homme noir. De l'autre côté, ils disent à la femme noire, on va t'aider. On aide tes enfants, donc on est bon. Donc, ce qui va amener à plusieurs types de pensées. Déjà, le fait que la femme noire elle a l'impression que pour pouvoir s'en sortir au niveau pécunier, il faut qu'elle aille date des vieux blancs. En fait, en montant cette vidéo, je viens de me rendre compte d'une chose. En fait, je viens de faire une connexion avec autre chose que j'ai entendu parler au niveau des réseaux sociaux. En fait, j'ai également acheté ce livre et j'avoue, pour le moment, je ne l'ai pas encore lu. En fait, c'est le livre de Sun Tzu. En fait, il conseille que lors d'une bataille, quand on va encercler l'ennemi, il faut laisser un petit échappatoire. La raison, elle est stratégique. Un ennemi complètement encerclé se battra avec une détermination désespérée, car il n'a plus rien à perdre en fait. En laissant une voie de fuite, l'ennemi sera tenté de prendre cette issue plutôt que de se livrer, un combat acharné. Cela réduit la résistance et permet de la vaincre plus facilement ou de contrôler tout en minimisant des pertes de part et d'autre. En fait, vraiment, c'est un très vieux manuel de guerre qui avait été écrit en fait par un général chinois. Et donc, c'est vers le 5e siècle. Bon, vraiment, c'est un très vieux traité militaire. Et c'est un ouvrage de stratégie connu et qui continue en fait à influencer aujourd'hui les stratégies militaires et politiques dans le monde des affaires. Tu vois, pour moi, l'aide sociale est devenue comme de créer en fait un petit échappatoire pour que le peuple noir ne se révolte pas, en fait, pour que il ne se batte pas avec détermination de manière désespérée, de fournir en fait toute l'énergie qu'on fournit en fait lorsqu'on a l'impression qu'on est dans un danger de vie et des morts. Là, on se dit, tu vois, et c'est ce qui se passe même au niveau de la société. Je veux dire, aujourd'hui, tu le verras avec le peuple, en fait, le prolétariat et les gens riches. Tu vois, ça fait partie des trucs qui ont été intégrés dans nos têtes depuis des années. C'est pour dire que l'homme blanc, en fait, il est venu de manière insidieuse prendre la place de l'homme noir, tout en affaiblissant l'homme noir pour qu'il ne puisse pas jouer son rôle. Dans les années 60, 30 ans plus tard, après l'introduction de cette loi, justement, on s'est rendu compte que beaucoup de foyers afro-américains étaient monoparentales. C'était monoparental parce que, justement, la plupart du temps, la femme noire, elle se disait, pourquoi je me coltiner un mec qui ne sait pas trouver du travail, qui ne sait pas s'en sortir dans la vie, alors que si je le kick out, si je le mets à la porte, les aides sociales. J'ai même des bourses pour pouvoir m'éduquer. Et ça a aussi contribué à faire un écart intellectuel entre les femmes noires et les hommes noirs. Et bien sûr, tout comme dans les paysanneries, qu'est-ce qui se passe? L'homme noir, il ne travaille pas, il est au chômage, il s'ennuie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les met, ils ne peuvent plus habiter dans des quartiers qui leur permettent en fait d'être bien. Donc, ils vont tous s'entasser dans des quartiers, en fait, et pauvres. Et dans ces quartiers-là, qu'est-ce qui va se passer? On va leur introduire de la drogue, des armes, et qu'est-ce qui va se créer? Des gangs. Et après, qu'est-ce qu'on va dépeindre? On vient avec les caméras dessus, on va dire, eh ben, vous avez vu, l'homme noir, il est violent, l'homme noir, il est ci, l'homme noir, il est ça. Pourquoi il est ça? Parce qu'il n'a pas de travail, parce que la personne, on le met toute la journée à la maison, il ne peut rien faire, et il a une impuissance qui se dit, même si j'essaie de m'insérer dans la société ne voudra pas de moi, ils ne veulent pas m'insérer. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? C'est plus facile à manipuler l'homme noir, c'est plus facile à lui dire, ben, tiens, prends les armes, crée des gangs, etc. Et on va dire, ils sont criminels. Ils sont criminels parce qu'on a créé cette criminalité. À un moment donné, l'instinct de survie va te pousser à vouloir t'en sortir. Et en plus, le fait d'être affaibli, ça fait que ça te rend plus manipulable. Et c'est quelqu'un que tu peux en fait t'introduire dans ta tête et lui faire tout ce que tu as envie de faire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Malgré que la femme noire travaille, c'est quand même un foyer monoparental. Donc monoparental, c'est-à-dire que non seulement l'enfant, il ne sera pas très bien éduqué, l'enfant, il vit certainement dans des environnements où il voit les hommes noirs être dans la drogue, être dans ci, dans ça, dans ça. Donc forcément, quels sont les exemples qu'il voit? Et à la télé aussi, on lui donne des mauvais exemples. On lui dit, ouais, toi, t'es un criminel, il n'y a que les rôles de criminel que tu peux jouer, il n'y a que ça. On lui
met dans le cerveau que voilà, entre-temps, la femme noire, elle ne peut pas faire son travail d'éducatrice, de dire non, mon fils, j'ai envie que tu sois ça, 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 parce qu'elle aussi, elle est occupée à struggle, à travailler, à faire ci, à faire ça. Donc, tout ça, en fait, tout c'est sans compter ce que je ne sais même pas encore, parce que quand tu apprends tout ça, en fait, il y a trop d'informations. En fait, tout ça crée à une déstabilisation systémique des foyers noirs. Raison pour laquelle aujourd'hui c'est très difficile pour les Noirs de grandir dans des foyers sains. Bon là vous allez me dire, oui mais toi tu parles de l'Afro-Américain, etc. Mais ce n'est pas tous les Noirs qui sont des Afro-Américains. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Mais vous savez ce qui s'est passé après l'esclavage? C'est passé la colonisation. La colonisation c'était en fait, selon moi, un moyen de terminer le travail de l'esclavage. Pourquoi? En fait, avec la colonisation, ce qui s'est passé c'est simplement que l'Européen a décidé de terminer le travail qu'il a commencé à l'esclavage, le travail de lavage de cerveau et d'abandon et d'oubli de soi, Comment ils ont fait ça? Bon, au niveau des esclaves, c'est bon, c'était déjà conquis, ils s'étaient oubliés, ils ne savaient plus qui ils étaient. Maintenant, on va aller en Afrique. On va leur amener la Bible et on va leur amener l'école. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passait, c'est qu'on ramenait la Bible et on disait, voilà, on vient vous éduquer. Donc, voilà, on venait vous éduquer, on venait vous montrer, vous dire, bon, ce que vous êtes, c'est bien, mais il y a mieux, ok? Donc, tous les pays d'Afrique, en fait, se sont retrouvés colonisés. Et en les colonisant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si le pouvoir du père a été retiré pour pouvoir le mettre au niveau de l'église. Vous voyez, à l'église, on appelle les prêtres mon père. Mon père, pour moi, c'est pas anodin. Quand tu dis mon père à quelqu'un, c'est parce qu'ils savaient. Ils savaient qu'ils sont venus pour pouvoir prendre la place du père. Ils sont venus enlever le côté, le patriarcat. Ils sont venus enlever la puissance. Ils sont venus enlever le pouvoir de l'homme noir au niveau à la source, en fait. Ils se sont dit, les autres qui sont été esclavagisés, peut-être qu'ils auront envie de revenir ici en Afrique et se reconnecter à ce qu'ils sont et peut-être se venger. Pourquoi ça n'arrive pas? Ils reviennent, ça c'est ma théorie, hein, je vous dis déjà, ça ne veut pas dire que ça a été écrit, mais c'est juste moi, en lisant et en faisant les connexions, qui me suis dit, en fait, ils ont juste voulu achever le travail qu'ils avaient commencé. Donc, ils se sont dit, on va venir en Afrique pour pouvoir également corrompre l'esprit de ces Africains qui sont restés, qui n'ont pas subi l'esclavage. Et donc, pour cela, ils ont ramené les Bibles, ils ont ramené l'éducation scolaire. Le rôle du père a été beaucoup plus impacté que le rôle de la mère avec cela. Pourquoi? Parce que le père, en fait, c'est celui qui transmet les valeurs aux enfants. C'est lui qui va transmettre les valeurs à ses enfants. Et donc, une fois que l'école se substitue et que l'église se substitue à ce rôle-là, en fait, c'est le rôle du père qui va beaucoup être plus impacté dans cette colonisation et dans tous les systèmes, en fait, qui étaient organisés. Parce que, en fait, il venait prendre la place du père. La place de celui qui va transmettre les valeurs à ses enfants. Celui qui va, entre guillemets, structurer l'organisation familiale. Donc, et c'est celui qui va, entre guillemets, également être la figure d'autorité. Donc, en fait, la figure d'autorité, ça va souvent être le père. Et en fait, le fait que l'école vienne, il devient la figure d'autorité. Parce que quoi? Parce que c'est lui qui va dire à quelle heure l'enfant doit se lever, à quelle heure il doit aller à l'école, à quelle heure... En fait, c'est que il va structurer la vie de l'enfant si bien que il va se soumettre... En fait, l'enfant va maintenant se soumettre au père école, au père église. Il va plus se soumettre au père parce que les lois... La manière dont ça va être organisé, et aussi il y aura des lois de répression, parce que s'il y a une famille qui décide de ne pas se soumettre, si une famille, il y a un père qui décide de ne pas se soumettre, bien sûr qu'il y aura des punitions. Tout cela va perpétuer l'impuissance apprise de l'homme noir qui va de moins en moins s'impliquer dans l'éducation de ses enfants, qui va de moins en moins avoir l'impression qu'il a un rôle à jouer parce que son rôle est détenu par l'école, par l'église, par en fait un système qui l'affaiblit et qui continue à lui montrer que tu es impuissant, tu n'as rien à apporter à tes enfants. Ce qui va faire en fait, c'est qu'il va expliquer la facilité avec laquelle souvent les pères noirs vont partir du foyer. Ils vont partir du foyer, ils vont avoir facile à se reconstruire de par ce fait-là, parce qu'ils ont l'impression que maintenant, dans tous les cas, le père actuel, ça va être l'école, ça va être l'église, ça va être... En gros, on va soumettre les enfants à d'autres autorités et on va extraire les parents et principalement le père noir de son rôle. Tout ça s'est perpétué maintenant au niveau de la diaspora. Comment?
parce que, en fait, une fois que des familles immigrent ici au niveau de la diaspora, c'est le même, c'est la même chose. Déjà qu'en Afrique, la majorité de ces familles-là ont étudié dans un système qui est un système colonial. Et une fois qu'ils arrivent ici, en fait, la colonisation continue de par le fait que l'école va continuer à jouer le rôle de père, c'est-à-dire que c'est lui qui va dire à l'enfant à quelle heure tu te lèves, à quelle heure ci, à quelle heure, va structurer en fait la vie de l'enfant. Et en fait, c'est lui, l'enfant va être entre guillemets soumis aux lois européennes plus qu'aux lois de son père, plus qu'aux structures de son père, plus qu'au chef. Le chef ne sera plus le papa, le chef sera la structure européenne. Pourquoi? Parce que les valeurs de ton pays d'origine, des valeurs que le père a eues et les valeurs que la mère a eues, ne seront plus celles qui vont prévaloir sur l'enfant. Et vont souvent être celles qui sont secondaires. Donc l'enfant, les valeurs qui vont lui permettre, en fait, c'est comme des parents, par exemple, qui ne parleront jamais les langues maternelles à leurs enfants, qui vont se dire, oui, mais c'est plus important le travail, parce que l'homme européen a décidé que ce qui était le plus important dans la vie, c'était de travailler, c'était de faire ton maître boulot dodo, parce que c'est comme ça qu'il a organisé sa structure, c'est ce qui lui sert, ce qui sert à ses intérêts. Donc, on va élever nos enfants en les soumettant à ces règles-là. Donc, pour ça, on va dire, eh ben, pour qu'il puisse être un bon travailleur, il faut qu'il parle plusieurs langues. Et ma langue maternelle ne lui sera d'aucune utilité. Comme ma langue maternelle ne lui sera d'aucune utilité, je ne veux pas m'embêter à lui apprendre cette langue maternelle. Je vais lui apprendre l'anglais parce que l'homme européen a décidé que oui, quand tu parles anglais, c'est bien pour avoir du job. Je lui apprends l'espagnol. En gros, on va tous apprendre des langues qui vont encore favoriser la soumission de nos enfants à la société européenne et toujours mettre le père européen, le père religieux, à la tête de notre famille, de notre organisation familiale. Je suis également tombée sur un article du magazine Santé mentale au Québec. En fait, l'article c'était Therapy and the Immigrant Family. Therapy and the Immigrant Family. En fait, c'est un article qui va parler en fait de la thérapie familiale au niveau des familles immigrées et des difficultés par lesquelles en fait elles passent. Parce que je me suis dit, bon, quelles sont les difficultés au niveau de la diaspora européenne, en fait les familles africaines vont faire face. Donc par exemple, une famille, là il y avait l'exemple d'une famille maghrébine. Le papa, il a sa manière entre guillemets d'avoir reçu en fait de ses parents, de ses grands-parents, une éducation, ok. Donc, en général, eux, ils n'ont pas vraiment subi autant la colonisation que chez nous en Afrique noire. Et donc, dans ces sociétés, ils gardent énormément leurs valeurs. Et parce que leurs valeurs passent aussi beaucoup par leur religion. Comme la religion, c'est quelque chose qu'on n'a pas su infiltrer beaucoup au niveau des familles maghrébines. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de casser justement la religion maghrébine. Parce que, comme la religion, c'est souvent la culture, c'est ça qui fait que ils arrivent à garder leurs valeurs beaucoup parce qu'on n'arrive pas à infiltrer leur religion. Nous, en Afrique, on a réussi à nous infiltrer énormément parce que nous, on nous a fait oublier nos religions, on a fait oublier tout ce qui a été religion ancestrale. Tout le monde a zappé ça tellement facilement. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on essaie de combattre l'islam, selon moi, parce que c'est représentant des valeurs des Maghrébins. Et en fait, tant que leur structure familiale reste forte, c'est difficile en fait à les faire chavirer, à les faire être des aliénés, en fait, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui se passait dans l'article? En fait, il prenait l'exemple d'une famille qui était en difficulté avec un de leurs enfants qui avait 3 ans. L'enfant qui... donc, ils ont décidé de faire placer l'enfant. Et donc, pour cela, ils sont allés voir, en fait, on les a dirigés vers déjà un thérapeute familial pour essayer de voir s'il n'y avait pas moyen d'arranger la situation. Et après, voilà, envisager ce qu'il y a à envisager. Donc, lors de ces sessions, justement, la thérapeute, elle regardait en fait l'organisation familiale. En fait, les parents sont venus avec toute la famille, les autres frères et sœurs. Ils se plaignaient du petit garçon qui n'avait que 3 ans, qui disait il est violent, d'une violence extrême, il a utilisé des couteaux, il a failli éborgner sa sœur jumelle, il a failli faire ci. Enfin, en fait, l'enfant faisait preuve d'une telle violence. Donc, la thérapeute, en fait, elle s'est mise à regarder le dynamisme familial. En fait, la famille, c'était le monsieur qui était un Tunisien qui avait immigré en Algérie. Quand il est immigré en Algérie, les Algériens à l'époque et les Tunisiens, ils se détestaient. Je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais en tout cas, ils se détestaient. Ils ne voulaient pas le sentir. Donc, ce qui faisait que l'immigration des Tunisiens en Algérie était très, très difficile. À un moment donné, quand l'armée française est venue combattre l'Algérie, il a aidé, en fait, il a aidé les Français à combattre les Algériens, entre guillemets. Et
on lui a donné la nationalité française suite à cela, suite à la trahison qu'il a fait contre les Algériens. Il a reçu la nationalité française. Une fois qu'il reçoit cette nationalité française, et en même temps, lui, il épouse une Algérienne. Donc, il a des enfants, en fait, en Algérie avec cette femme-là. Puis, il arrive en France grâce à la nationalité française qu'on lui a donnée. Une fois en France, il se rend compte que la manière de fonctionner des Français, elle est très difficile. On n'arrive pas à l'intégrer. Parce que déjà, il a du mal à parler la langue. Trouver du travail, c'est très difficile. En fait, il subit un rejet de ses pairs. Il avait du mal à trouver du travail de par le racisme systémique qui était mis en place, de fait que c'était déjà l'homme blanc qui était pris en priorité au travail. De par le fait que... il avait des difficultés à s'intégrer parce qu'il ne parlait pas très bien le français, etc. En gros, le monsieur se trouvait fréquemment au chômage parce que dès qu'il y avait des personnes à licencier, c'était lui qui partait en premier. Il était dans une grosse précarité au niveau du travail. Ce qui s'est passé, c'est que bien sûr, il y avait des aides sociales qui étaient données à sa famille par l'intermédiaire, voilà, c'était un peu la main du patriarche blanc qui aidait en fait, qui jouait le rôle de l'homme, bien sûr. Et donc, petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, il a commencé à éprouver une impuissance acquise. Et cette impuissance acquise s'est traduite par le fait que il n'arrivait plus à donner le rôle éducationnel de correctionnel à ses enfants. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les enfants, au sein de leur foyer, faisaient la loi. Parce que quoi? Parce que, premièrement, le monsieur voulait tellement se montrer que je ne suis pas maghrébin, ne me considérez pas comme un maghrébin, je suis français, j'ai le passeport français. Il voulait tellement s'intégrer, limite, mais le fait que tout le monde lui rappelait tout le temps, non, t'es pas blanc en fait, t'es pas européen, que toute la société, malgré ses efforts d'intégration, lui faisait toujours rappeler, tu n'es pas nous, tu n'appartiens pas à l'Europe, tu n'es pas français pour nous. Peu importe ce que tu vas faire, tu seras toujours maghrébin. Donc déjà cela, de par le fait que voilà, racisme au travail, difficulté à trouver l'emploi, voilà, discrimination diverses. Donc ce qui faisait que ça moralement, ça le fatiguait, ça l'épuisait. Et en plus que son rôle de ramener, donc il n'arrivait plus à assouvir son rôle là, de ramener la nourriture sur la table. Donc, et voilà, par les aides sociales, c'est l'homme européen, caucasien qui est rentré dans le jeu pour pouvoir aider la famille. Ce qui fait que l'homme, il commence à se sentir impuissant. Et en plus de cela, comme c'était quelqu'un qui voulait s'intégrer, il ne voulait pas commencer à discipliner ses enfants de la manière que les Algériens disciplinent, c'est-à-dire une bonne tarte de temps en temps ou une bonne fessée. Il disait non, pour moi, c'est parce qu'on lui apprenait, avec également la colonisation, on lui disait que cette manière de corriger l'enfant était considérée comme sauvage, comme barbare. Donc, lui, ses enfants pouvaient faire tout et n'importe quoi à la maison. Il ne voulait pas céder à l'appel de la barbarie maghrébine. Donc, il ne voulait pas corriger son enfant qui foutait le bordel, en fait, à la maison. Clairement, il foutait le bordel. Et donc, il faisait n'importe quoi. Et il disait, non, je ne peux pas le fesser parce que, de un, la loi me l'interdit. De deux, mes voisins blancs vont penser que je suis un sauvage parce que je corrige mes enfants, etc., etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, petit à petit, le petit de 3 ans, en fait, s'est mis à prendre la place du père. Pourquoi? Parce qu'il y a la mémoire cellulaire. Les gens se disent, ouais, mais non, il y a la mémoire cellulaire que je vous expliquais de par l'impuissance apprise qui va être en fait transmise de génération à génération parce que au fur et à mesure qu'un homme, on lui apprend, on lui dit que tu ne sers à rien, etc., etc., il y a comme un virus qui va entrer dans ses gènes. Un virus qui va lui dire, qui va être transmis à ses autres enfants garçons. On parlait de l'expérience de la souris avant de revenir sur le cas du papa maghrébin. En fait, il y avait des souris qui étaient placées dans un réceptacle, ok, un réceptacle profond. Donc, pour pouvoir sortir de réceptacle, il fallait grimper et puis sortir. Au fur et à mesure du temps, quand une souris essayait de grimper, il se ramassait un truc électrique. En fait, dès qu'il traversait une certaine ligne, il se ramassait une décharge électrique. Une fois, deux fois, toutes les souris à un moment donné, elles se sont tapées des décharges électriques. En gros, il ne fallait pas qu'elles montent. Au fur et à mesure du temps et des reproductions, les nouvelles générations, en fait, les autres souris leur faisaient comprendre qu'il ne faut pas essayer de s'échapper, il ne faut pas essayer de sortir de ce réceptacle dans lequel nous sommes. Donc, les nouvelles souris, certaines ont essayé, mais à chaque fois, elles se ramassaient des décharges électriques. Puis, avec le temps, avec les reproductions,
à force de transmettre la crainte de sortir à ces enfants-là, en fait, c'est comme s'il y a une mutation dans leur gène qui leur interdisait et qui leur apprenait, en fait, il y a eu une mutation dans leur gène qu'ils transmettaient à leur descendance, qui leur disait, ne montez pas ce truc-là, n'essayez pas de vous échapper parce qu'il y a danger. Bien que les souris actuelles n'avaient reçu aucune décharge, c'était juste comme une mémoire cellulaire qui était dans leurs cellules, que leurs parents leur ont transmise. En fait, ces scientifiques savaient que, à force de punir une certaine génération, de les punir, de leur rendre difficile, de rendre difficile leur vie, ils vont créer en fait une espèce de gène qui va être transmise à leurs enfants. Ce qui va faire que les enfants ne voudront même plus se battre parce qu'on va leur montrer que le gène du parent de la peur va leur être instillé. Donc, ce qui va se passer, c'est que ils n'auront plus envie de se rebeller. Et donc, pour moi, c'est le gène de l'impuissance apprise qui va être transmise comme ça aux enfants, de se dire, les sociétés, on ne peut rien faire. C'est un peu fataliste. Bien sûr, ce gène va s'exprimer de manière plus ou moins forte chez d'autres personnes. Il y a des personnes, bien sûr, qu'il y a eu des leaders qui se sont battus. Il y a des personnes avec qui n'ont pas justement pu développer ce gène-là, ou ce gène-là ne leur a pas été transmis. Donc je pense que c'est eux qui ont réussi à être des leaders dans le monde afro. Mais le problème, c'est que la majorité de la population, ce gène, pour moi, au niveau des Noirs, a été transmis. La peur de l'Européen, parce qu'il a été tellement violent dans un passé qui est quand même proche, il a tellement été violent qu'aujourd'hui, la plupart des personnes noires se méfient ou ont peur, parce qu'ils se disent, cette personne-là, quand génétiquement, c'est ancré en nous que c'est quelqu'un qui peut faire preuve d'une très grande violence, en fait, envers nous. Et donc, ce qui s'est passé avec le monsieur maghrébin, pour revenir à mon exemple, c'était que, selon moi, il avait eu une impuissance apprise de se dire que, dans tous les cas, mon rôle de père, je suis incapable de le jouer parce que je ne suis pas capable de ramener à manger à table. Et donc, le petit qui se souvenait, qui se souvenait quand même que les hommes maghrébins, nous sommes des hommes forts, nous sommes des hommes qui avons une certaine autorité sur nos familles. Le petit, en fait, il a pris le rôle. Il a pris le rôle du père parce que le gène ne l'avait peut-être pas été transmis en fait. Donc il a pris le rôle du père, il est devenu l'autorité à la maison. Et comme il n'avait que 3 ans, cette autorité se passait par des crises, de la violence, etc. etc. Et parce que le père refusait de prendre sa place de père. En fait, c'est ça qu'ils ont réussi à mettre. La thérapeute a su mettre en évidence en fait cela, de dire que le père, voyant qu'il ne prenait pas son rôle de père, de patriarche et d'autorité au niveau de la famille, le petit garçon de 3 ans, en fait, de manière inconsciente, prenait la place du père. Il se rendait bien compte que le rôle du père, il est vacant. Le rôle de l'autorité, de la figure autoritaire, elle est vacante. Donc, je vais l'apprendre. Tous ces mécanismes, au fur et à mesure du temps, se sont transmis, en fait, de génération en génération. Et jusqu'à présent, selon moi, ça n'a pas encore été brisé. Aujourd'hui, on est dans une structure, en tant que personne de la diaspora, c'est une structure en fait qui est dirigée par le patriarcat européen. Nos enfants également sont éduqués par le patriarcat européen, de par le fait que, voilà, l'école, à partir de 3 ans, en fait, tu leur donnes au système scolaire. Ils passent plus de temps à l'école qu'avec toi. On crée maintenant, parce qu'avant, avec un salaire, les foyers arrivaient à vivre. Aujourd'hui, avec un salaire, les foyers n'arrivent pas à vivre. On se rend compte que cela touche plus facilement les immigrés et également les populations les plus pauvres de l'Europe. Donc, en fait, ça devient... parce que si vous voyez bien, si vous remarquez bien, en général, les populations aisées, la femme, elle n'a pas besoin de travailler. La femme, en général, ne travaille pas. Elle aura ses petits hobbies, ses petites passions. Ça va être, par exemple, voilà, avoir son association, etc. Mais le clair de son temps, elle le passe auprès de ses enfants à les éduquer. Il y a également plusieurs maladies mentales, en fait. Il y a plusieurs maladies mentales qui se développent dans nos sociétés, en fait, dont on n'est pas conscient, vous voyez. Parce qu'une fois que la mère reste seule avec la charge de travail à faire, elle aussi, elle se déstructure en fait mentalement. C'est quelque chose de très difficile parce que souvent elle se retrouve à jouer le rôle du père et de la mère. Même dans les foyers où il y a le père, souvent on va dire le père il est absent, il était juste là pour dire qu'il était là, mais souvent il est absent parce qu'il ne participe plus, parce que souvent son rôle lui a été enlevé. Ce n'est pas le cas de tous les rôles, je ne généralise pas, je dis juste que bien sûr il y a des exceptions, mais l'exception ne fait pas la règle. Donc ça va être difficile pour une maman solo de devoir
communiquer de manière ouverte et positive avec l'enfant. Elle est pressée, elle n'a pas le temps, elle doit travailler, etc. Ça va être très difficile de donner une sécurité émotionnelle à l'enfant. Pourquoi? Parce que, comment dire, elle n'a pas le temps tout simplement de s'occuper. Elle a travaillé combien d'heures de la journée? Elle n'a pas le temps de commencer. Ce qu'elle va faire, c'est vraiment les choses basiques à l'enfant, c'est-à-dire les besoins de boire, manger, dormir, etc. Elle va s'occuper des besoins les plus basiques de l'enfant, tu vois. Et donc ça, la plupart des besoins, le besoin de sécurité, le besoin d'accomplissement de soi, on voit au niveau de la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins de l'épanouissement humain, ces besoins-là, c'est les besoins qui sont au-dessus de la pyramide. Donc c'est des besoins, une fois que tu as fait boire et manger, t'habiller, machin truc, être propre, etc., ce sont les besoins que la mère va pouvoir assouvir en fait, les besoins de base. Et les besoins au-dessus, qui sont des besoins d'épanouissement, tu ne l'auras pas. Elle n'aura pas le temps de les faire. Et donc, pour pouvoir, alors que ces besoins-là, pour pouvoir élever un enfant dans une belle structure familiale, ce sont ces besoins qui sont demandés. Et une fois que ces besoins-là ne sont pas accomplis, ça fait des enfants broke, cassés mentalement. Et c'est des enfants qui vont transmettre ces gènes-là. Parce qu'à force d'être broke, à force de ne pas savoir, à force de ne pas avoir reçu, tu le donnes à tes enfants. De manière comme les souris, comme l'expérience des souris, à force de dire, nous de toute manière, nous les noirs, on n'est pas affectifs, nous les noirs, on n'est pas comme ci, nous les noirs, on fait passer, de manière insidieuse, de manière, ton ADN crée ça, ton ADN, ça se répartit, ces cellules-là se multiplient dans ton cerveau, cette pensée-là va se multiplier dans ton cerveau, et ça va être transmis à tes enfants. Ce qui fait aujourd'hui que les foyers noirs, on est broke, on est cassé. Une fois que on sait tout ça, une fois qu'on est au courant de tous les plans qui ont été mis en place pour pouvoir diminuer le pouvoir et l'autorité de l'homme noir en général. Donc on va dire déjà à l'époque des paysanneries, on ne lui donnait pas du travail. Également avec les lois sociales qui privilégiaient en fait la femme noire et la poussaient à aller travailler pour laisser ses enfants sans éducation. Et le fait qu'en fait on mettait entre les mains des hommes noirs les armes, l'alcool, etc. Et qu'on leur montrait aussi une mauvaise représentation de la télé, toujours dans des films de gangsters ou dans des choses assez illicites. Quand tu fais l'effort de vouloir t'intégrer, on ne veut pas t'intégrer. Donc, ce qui fait que les familles de la diaspora sont souvent dans la précarité. Donc, difficilement accès au crédit, puisqu'au niveau du travail, c'est pas sûr. Au niveau, en fait, voilà, en fait, un système a été mis en place pour pouvoir, en fait, tout simplement continuer à apprendre à l'homme noir l'impuissance acquise parce qu'on lui rend tout difficile. Donc voilà, en gros, tous ces systèmes qui ont été mis en place ont participé à créer en fait la disparition physique et morale et mentale de l'homme noir de ces foyers. Et un foyer en fait qui n'a pas de père manque de repères. Je répète, un foyer qui manque de père manque de repères. Une fois que on le sait, c'est maintenant quelles sont les solutions. Quelles sont les solutions pour pouvoir justement aider à restructurer les foyers familiaux en fait afro? Comment on fait justement pour que nos enfants puissent grandir dans des foyers, dans des structures familiales ancrées, des structures familiales stables? Les solutions. Quelles sont les solutions? Pour moi, la première solution, c'est s'éduquer. S'éduquer. Vraiment, aujourd'hui, avec ChatGPT, les gars, il n'y a plus d'excuses. Avec ChatGPT, tu poses la question, il te donne des articles. Il te trouve la manière même d'avoir des livres gratuits. Aujourd'hui, il faut s'éduquer, il faut se connaître. Parce qu'une fois que je le sais, par exemple ça, je vais pouvoir mieux appréhender mon mari. Je vais pouvoir mieux comprendre certaines de ses réalités. Je vais pouvoir mieux comprendre, en fait, certaines de ses réactions, certaines choses, en fait. Une fois que tu comprends mieux, c'est plus facile d'accompagner. Et également, une fois que tu es conscient de ces choses-là, quand je dis l'éveil en héritage, c'est donner l'éveil aux enfants en héritage. Tu vas pouvoir le transmettre à tes enfants pour qu'ils puissent, une fois que un problème, tant que tu n'as pas vu qu'il y a un problème, tu ne sauras pas le résoudre. À partir du moment où tu décèles le problème, les solutions viendront avec. Et deuxièmement, de pouvoir consciemment
me dire que même si je n'ai pas reçu l'amour parce que mes parents n'ont pas reçu, n'ont pas su, etc., que cette génération, vous voyez comme le truc là qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux, les traumas générationnels, que ça puisse s'arrêter avec toi, que toi tu passes ton temps, s'il y a besoin de thérapie, va à la thérapie. D'ailleurs, j'aborderai encore le terme de thérapie parce que c'est difficile de trouver un thérapeute qui comprenne, en Europe, qui comprenne les problèmes des Noirs. Il y a des chaînes sur l'éducation aujourd'hui, la communication positive, la communication ouverte. Tu as énormément de chaînes qui parlent aujourd'hui de cela. Il y a Éduquer son enfant, qui est une chaîne pour moi qui est ultra pertinente au niveau de l'éducation. Une fois que tu sais ce qu'il faut faire pour que ton enfant se sente bien, à l'aise et tout, je dis pas que ça va être facile. Je veux dire au moins essayer d'implanter une graine pour que les générations suivantes puissent se nettoyer au fur et à mesure de tous ces traumatismes, de toutes ces programmations qui étaient installées en fait en nous, de tous ces programmes. S'éduquer permet de comprendre en fait le problème. Et ensuite, justement, regarder les ébauches de solutions. Aujourd'hui, avec l'IA, avec YouTube, il y a tellement d'informations qui sont, c'est l'ère de l'information. L'ère de l'information. Quand tu veux de l'information, tu n'aimes pas lire, tu as les vidéos YouTube. Tu peux t'éduquer tellement facilement aujourd'hui de chez toi. Tu vois, tu n'as un peu besoin de payer pour l'éducation parce que même au niveau universitaire, tu as énormément d'universités qui donnent leurs articles gratuitement sur Internet. Moi, je préconise souvent de se reconnecter en fait à ce qu'on est, de se reconnecter comment partir beaucoup en Afrique, se reconnecter et aussi amener beaucoup les enfants au contact de la terre, de leurs origines. Ça leur permettra aussi de se reconnecter de manière indirecte à ce qu'ils sont. Une autre solution pour moi aujourd'hui, c'est de créer des structures pour contrecarrer en fait. Je veux dire, aujourd'hui, on nous cantonne aux aides sociales. On cantonne beaucoup les Africains aux aides sociales et ces aides sociales sont conditionnées. Pour pouvoir justement, selon moi, s'en sortir, c'est délaisser les aides sociales. Ça va être en fait, grâce, je pense, beaucoup à la diaspora, reconstruire le pays. Reconstruire nos pays en fait petit à petit. Se battre en fait de manière politique à reconstruire nos pays pour que justement l'installation au pays soit aisée. Pour moi, ça passe aussi par l'augmentation de l'économie. L'économie passe par, comme dit Philippe Simo, investir au pays. Parfois, les aides sociales, l'aide peut aussi venir de tes investissements au pays, tu vois. De te dire, bon, en investissant au pays, je peux avoir de l'argent et j'ai plus besoin d'aide sociale. Pour moi, il faut également sensibiliser. En gros, sensibiliser au niveau des couples noirs. Il faut beaucoup sensibiliser sur l'importance des foyers. Commencer à trouver, en fait, à faire des campagnes de sensibilisation, créer des chaînes YouTube, justement, pour pouvoir, en fait, montrer l'importance de la famille et que ça ne soit plus l'ère de la independent woman, oui, I don't need a man, tout ça, tous ces discours qui nous sont vendus par des personnes qui sont en couple, en fait. Par des personnes qui mettent des lois que pour pouvoir être président de la République ou pour pouvoir être un PDG ou avoir certains rôles, on te dit sois marié parce qu'ils savent l'importance du mariage. Conscientiser et faire le travail de recherche pour pouvoir stopper cela et pouvoir être indulgents les uns avec les autres. Ne pas condamner, ah l'homme noir s'il se met sur les réseaux, etc. etc. L'homme noir ne pas venir... parce que beaucoup d'hommes noirs ont choisi franchement de se soumettre. Hein. Il y a énormément d'hommes noirs qui ont choisi de se soumettre. Ils ont l'impression que c'est des choix. Ils disent, ah ben non, moi, je ne suis pas attiré par la femme noire, c'est mes préférences. C'est comme la femme noire qui met ses perruques et qui dit, ouais mais c'est parce que c'est ma préférence la perruque. C'est quelque chose qui t'était imposé, tu t'es juste soumis en fait. Tu es juste quelqu'un de soumis. Les choix que tu penses de dire ouais la femme la femme blanche elle est beaucoup plus belle que la femme noire, c'est juste parce que tu t'identifies à l'homme blanc. Tu t'identifies à l'homme blanc, c'est tout simplement ça. C'est que tu es quelqu'un qui était soumis, ton cerveau il est tellement lavé que tu ne te rends pas compte en fait. C'est juste ça, et de concrétiser, de réaliser. Quand tu réalises cela, ça te permet de travailler et de ne pas te mettre sur les réseaux en train de dire à la femme noire comment elle est la femme la moins attractive, et de continuer en fait tout simplement à perpétrer ce que le colon t'a appris. Et donc aujourd'hui quand on parle de la femme noire, ouais elle est forte, elle est ci, elle est trop agressive. Là quand tu connais l'histoire, tu te dis ah oui la femme noire en fait, vu qu'on a émasculé son homme, elle est obligée de jouer ce rôle là de force. Quand tu connais ton histoire, ça te permet tout simplement d'arrêter en fait certaines choses, de propager certaines propagandes qui t'ont été imposées tout simplement, qu'aujourd'hui tu as l'impression que tu penses de toi-même alors que c'est pas le cas, c'est pas le cas. Moi je dis il faut être indulgent avec nous, on a subi énormément de choses, on continue à subir énormément. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des ébauches de réponses au questionnement de pourquoi la famille noire elle est troublée aujourd'hui et de comment faire pour essayer de résoudre en fait ce problème-là.
Comme je vous le dis, n'hésitez vraiment pas à commenter, à donner franchement d'autres solutions qui vous viennent en tête. Je veux vraiment que cette plateforme soit une plateforme d'entraide, que c'est une plateforme sur laquelle quand quelqu'un se pose une question au niveau de l'éducation de son enfant, que cette chaîne-ci lui vienne en tête et qu'il puisse vraiment trouver, que ça devienne comme une encyclopédie en fait, qu'il vienne trouver une réponse ici facilement. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est important que nous transmettions à nos enfants l'éveil en héritage.